Bienvenue à ce webinaire en ce 28 novembre 2023 qui s'intitule « Conseil de spécialistes pour préserver sa vitalité ». Avant de commencer, peut-être un petit mot sur le réseau FADOC. Le réseau FADOC a pour mission, en fait, de faire partie de la vie des 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur rapport à la société et surtout en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptées, et ce, depuis plus d'un demi-siècle. Évidemment, la qualité de vie chez nous est quelque chose de très important avec le vieillissement, et donc un des thèmes qui traverse notre engagement, c'est vraiment la santé des personnes âgées. Dans un contexte de vieillissement de la population, nous sommes particulièrement interpellés par la croissance de ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs, comme, à titre d'exemple, la maladie d'Alzheimer. En 2020, près de 150 000 personnes au Québec vivaient avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif majeur. Ce nombre devrait atteindre quelque 360 000 en 2050, soit une augmentation très appréciable de 145 %. Un fait intéressant, jusqu'à 40 % des cas seraient attribuables à des facteurs de risque modifiables, dont une large partie est liée au mode de vie. En l'absence de traitement curatif, la prévention demeure donc l'une des principales pistes de solution à cet effet. La bonne nouvelle, c'est que le mode de vie a une grande influence sur la santé du cerveau. On peut donc agir au quotidien pour mettre les chances de notre côté de vieillir sainement. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Sylvie Bernier et l'équipe du Lucilab pour venir nous partager les données de recherche les plus récentes sur la santé cognitive et les saines habitudes de vie qui peuvent évidemment contribuer à l'améliorer. Oui, merci, M. Prudhomme. Donc, je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de l'équipe de Lucilab, je suis chef marketing et communication. Donc, qu'est-ce que c'est Lucilab? En fait, on est une organisation à vocation sociétale. C'est un projet qui a été mis sur pied par M. André Chagnon, qu'on connaît bien comme un grand entrepreneur et philanthrope québécois. Puisqu'on ne sait peut-être pas, par contre, sur la vie privée de M. Chagnon, c'est qu'il a lui-même accompagné son épouse Lucie à travers la maladie d'Alzheimer durant plusieurs années. Puis ensuite, suite à son décès, en fait, avait envie de mettre sur pied un projet de léguer à la société québécoise des outils pour aider à réduire les risques de déclin cognitif, de favoriser la santé du cerveau en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marc-André Chagnon comme président chez Lucilab, qui est le petit-fils d'André Chagnon. Donc, on voit que ça reste quand même dans la famille. Et on a deux projets forts chez Lucilab. Le premier étant le programme Lucie. Donc, qu'est-ce que c'est le programme Lucie? C'est un programme en ligne qui est accessible sur une plateforme au lucieapp.ca. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à ouvrir une page sur votre navigateur web puis taper l'adresse lucieapp.ca, comme ça, vous pourrez y revenir plus tard. Vous avez aussi le code QR, là, si vous préférez scanner votre écran directement, vous pourriez l'accéder comme ça. Puis je vais vous en parler un petit peu plus vers la fin de la présentation. Et on a aussi un autre projet qu'on a lancé en septembre dernier, un projet de balado qui s'appelle La Force de l'âge, qui est animé par Sylvie Bernier. Donc, ce balado-là est accessible en vidéo et en audio, donc en vidéo sur YouTube puis sur la plupart des plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, Google, Amazon, etc. Puis aujourd'hui, on avait envie de vous présenter un peu les faits saillants de la saison 1, ce que les experts, les chercheurs, les professionnels de la santé sont venus communiquer au micro de La Force de l'âge. On voulait vous faire ça en petit résumé d'environ 1 heure. Puis sachez aussi que chez Lucilab, vu notre mission philanthropique, tous nos services sont rendus disponibles gratuitement. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil puis d'y participer si vous en avez envie. Pendant que je vous parle, je vais juste chercher rapidement si Sylvie a pu se joindre à la rencontre. Donc, avant qu'on commence, quelques petites indications techniques. Je vois qu'il y a des personnes pour qui le son ne semble pas fonctionner. Si c'est le cas, peut-être vérifier si sur votre ordinateur, le son lui-même est peut-être bloqué ou pas. Sinon, je pense qu'il y a quand même, c'est censé fonctionner selon mes sources. Donc, aussi, sachez que le webinaire sera
disponible en rediffusion sur le site web FADOC et sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez le réécouter ou le partager avec vos amis, vos proches, vos collègues si vous le souhaitez. Et vous avez la possibilité de poser vos questions dans la section Q&A si votre application Teams est en français ou Q&A si c'est en anglais. Et nous, on va pouvoir les poser à Sylvie Bernier à la fin de la séance aujourd'hui. Et aussi, sachez que... je ne vois pas la dame. OK. Bon, désolée, je vois les petits commentaires qui rentrent en même temps. Mais sachez que vos caméras et vos micros sont désactivés par défaut. Là, donc, si vous avez profité de la journée aujourd'hui pour être en pyjama, un peu douillet à la maison, sachez qu'on ne vous voit pas, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc, je vais juste, donnez-moi une petite seconde. On est vraiment désolé pour ça. On va juste voir si Sylvie a pu se connecter. Sinon, je vais pouvoir présenter en attendant. OK. Bon, écoutez, je pense que Sylvie a vraiment des problèmes de connexion avec le lien. Donc, je vais commencer la présentation. J'espère qu'elle va pouvoir se joindre à la fin au moins pour dire un bonjour. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'étais moi-même à tous les enregistrements du balado en personne. Et je connais assez bien le sujet aussi. Donc, je vais essayer d'y aller au mieux que je peux, mais sachez aussi que tous les épisodes des balados eux-mêmes sont disponibles, donc vous pouvez les écouter par la suite puis entendre de la bouche des experts et de Sylvie Bernier un peu la matière qui est à l'agenda aujourd'hui. Donc, à l'ordre du jour, on va aborder des bonnes habitudes qu'on peut chacun de nous adopter au quotidien pour favoriser la santé de notre cerveau, mais aussi notre santé physique et notre santé mentale. Donc, vous savez, le corps humain, tout est un peu interrelié. Puis, il y a vraiment des gestes qu'on peut poser au quotidien pour favoriser l'ensemble de notre corps. Donc, concrètement, on a 6 thématiques aujourd'hui. Donc, le premier étant la mémoire. On va parler aussi de santé auditive, de sommeil, de liens sociaux, de santé mentale et du lien entre la santé cardiovasculaire, donc entre le cœur et le cerveau. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de notre programme Lucie, là, qui se veut vraiment un outil pour vous accompagner dans votre démarche d'adoption de saines habitudes de vie, puis que je répète, qui est entièrement gratuit et confidentiel aussi. Donc, premier épisode, puis une dernière petite interruption pour voir si Sylvie a pu se joindre entre-temps. Puis ensuite, on va commencer. OK. Donc, pour le premier épisode de La Force de l'âge, on a reçu la docteure Sylvie Belleville. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais docteure Belleville, c'est vraiment une sommité mondiale dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Puis c'est aussi la présidente du comité scientifique de Lucilab. Là. Donc, pour nous, c'était un peu naturel de l'avoir comme invité d'honneur à La Force de l'âge pour ouvrir la première saison. Puis ce que Sylvie nous expliquait, en fait, c'est quand on parle de mémoire, c'est pas tout à fait exact parce qu'on parle de... En fait, il y aurait plusieurs types de mémoire. Puis là, sans rentrer dans tous les détails, mais on a par exemple la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme. Ce type de mémoire-là, en fait, c'est quand, exemple, on doit se rappeler d'un numéro de téléphone pour le composer ou quand on a une information qui arrive, puis automatiquement, on doit s'en servir pour faire une tâche quelconque. Donc, c'est assez dans le court terme, puis c'est pas des informations qu'on va nécessairement mémoriser pendant très longtemps. On a des mémoires épisodiques, donc c'est un peu sur les épisodes qui sont survenus dans notre vie, des événements, par exemple, notre mariage ou des événements de notre enfance qui sont arrivés. Ça, c'est dans la catégorie plus des mémoires à long terme. On a aussi ce qu'on appelle la mémoire sémantique, qui est un peu l'ensemble de toutes nos connaissances sur le monde, par exemple les capitales des pays ou le vocabulaire ou les connaissances générales. Ça, ce qui est intéressant, ce que Dr. Belleville disait, c'est que la mémoire sémantique, c'est une des mémoires qui résiste le plus longtemps aux effets du temps, donc aux effets de l'âge et même de la maladie. Donc, souvent, la mémoire sémantique, on va bien préserver ces acquis-là au fil de notre vie. Et ensuite, il y a la mémoire procédurale, qui, de ma compréhension, c'est un peu comme lié aux procédures comme physique. Par exemple, si on apprend à faire du vélo quand on est enfant, normalement, on va être capable de refaire du vélo sans trop d'efforts, un peu par automatisme. Ces techniques-là vont être comme mémorisées dans notre corps. Puis, ce qui était
intéressant que le docteur Belleville expliquait, c'est que dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on remarque, c'est vraiment la mémoire épisodique récente qui va être affectée. Donc, c'est au niveau de l'encodage de l'information, puis de la récupération. Donc, c'est pour ça qu'on voit, par exemple, des fois des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer qui vont avoir assez naturellement, ils vont se souvenir des événements plus lointains, alors que des événements qui sont arrivés, par exemple, la veille ou la semaine d'avant, ça va être plus difficile de revenir en mémoire parce que justement, c'est l'encodage qui va être un peu altéré dans les premiers stades de la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les conseils que Sylvie nous a donnés pour favoriser la santé du cerveau en général. Puis ça, c'est peut-être pas tout le monde qui sait à quel point le mode de vie, les habitudes qu'on a au quotidien ont un grand impact sur la santé de notre cerveau. Mais il y a entre autres bouger régulièrement qui est extrêmement bénéfique pour le cerveau. Donc, être actif, prendre des marches, euh, jouer au pickleball, par exemple. Tout ça, ça fait un peu battre notre cœur, ça active nos muscles, ça envoie du sang avec de l'oxygène, des nutriments vers notre cerveau. On a aussi la saine alimentation. Hein. Le cerveau, c'est un organe comme un autre dans le corps, donc lui aussi a besoin de bons nutriments pour rester en pleine forme. Puis il y a aussi le fait de pratiquer une variété d'activités intellectuellement stimulantes. Donc, exemple, si on fait des sudoku, puis on est vraiment un as des sudoku, puis on en fait à tous les jours, c'est très bien. Ce que Sylvie expliquait, c'est que ça peut être bien aussi de varier le type d'activité qu'on fait. En fait, l'idée, c'est de donner des petits défis à notre cerveau, de le mettre, donner des challenges, puis un peu, il faut qu'on se creuse le coco, là, un peu. C'est ça qui va faire que nos neurones restent bien en forme. Et aussi, bien dormir. Ben, pendant le sommeil, on va le voir un peu plus tard, parce qu'on avait un épisode dédié exactement à ça. Mais ça permet aussi de garder le cerveau bien en forme. Euh, OK. Donc, aussi, donc ça, c'était pour la santé du cerveau en général. Pour bien mémoriser aussi, il y a quand même des trucs. La mémoire, faut qu'on y mette un peu du cœur. En fait, un des premiers trucs que le docteur Belleville disait, c'est qu'il faut, quand on veut mémoriser quelque chose, il faut vraiment porter attention à l'information qu'on veut mémoriser. Donc, vous savez qu'on a tendance à faire deux choses en même temps. Notre mari ou notre ami nous parle, puis pendant ce temps-là, on regarde notre cellulaire. Mais c'est sûr que notre attention n'est pas toute là. Donc, en termes d'encodage, ça va peut-être être un encodage un peu moins profond, de moins grande qualité, puis ça va être plus difficile après d'aller récupérer ces souvenirs-là. Donc, vraiment, on se concentre sur l'information. Puis on essaie d'encoder avec profondeur et richesse. Donc, on fait des liens qui vont nous donner un peu plus d'indices quand on va venir le temps de récupérer l'information. On va pouvoir, tu sais, le souvenir va être encodé avec un peu plus de richesse. On peut aussi utiliser l'imagerie visuelle. Puis un exemple qu'elle donnait, c'est, disons, si on essaie d'apprendre l'espagnol. Puis là, on apprend que le mot chat, donc un chat, un animal domestique, en espagnol, c'est gato. Donc, comment on peut essayer de se rappeler de ça? Mais on peut essayer de se faire une image mentale d'un chat qui serait étendu sur un gâteau. Donc, ça a l'air peut-être un peu loufoque dit comme ça, mais en se créant des petits indices comme ça, ou quand on apprend le nom de quelqu'un, on essaie de faire un lien avec une autre personne qu'on connaît qui a le même nom, bien, ça crée plusieurs petits indices après pour aller rechercher l'information plus facilement. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est quand on a des pertes de mémoire ou des oublis, ça peut vraiment être dû à une variété de causes. Donc, faut pas nécessairement, trop s'inquiéter dès le début, mais c'est vraiment important, par contre, si ça nous inquiète, d'aller consulter parce que c'est pas nécessairement, en fait, ça peut être dû à plusieurs causes, puis il y a vraiment juste les spécialistes, un médecin, par exemple, qui peut poser un diagnostic puis vous aider à investiguer puis à trouver un traitement qui serait adéquat pour vous. Donc, si ça vous inquiète, si ça inquiète vos proches, n'hésitez pas à aller consulter. C'est un des conseils aussi que le Dr. Belleville nous avait donné. Deuxième épisode, on a reçu Josiane Comtois, qui est audiologiste. Et là, peut-être que vous vous dites, ah, mais c'est quand même spécifique, c'est pourquoi on parle d'oreilles pour la santé du cerveau. Eh bien, non, c'est pas un hasard. Il y a jusqu'à 8 des cas de la maladie d'Alzheimer qui seraient attribuables aux pertes auditives. Donc, si on prenait, disons, 100 des cas de maladie d'Alzheimer dans le monde, il y en a 8 qui seraient attribuables à ce facteur de risque-là. Donc, c'est quand même énorme. Puis, ce qui est encourageant en même temps, c'est qu'il existe des pistes de solutions, il existe des traitements.
Donc, ce que Josiane, ce que Mme Comtois nous disait, c'est que les pertes auditives aussi peuvent être multiples. Ça peut être attribuable, par exemple, à de la médication, si on a un otite, ou si on a comme un trauma, un petit accident quelconque. Mais c'est de plus en plus fréquent au fur et à mesure qu'on vieillit. Puis, c'est quoi le lien avec le cerveau? En fait, il y en a plusieurs. Puis, je pense que la recherche se poursuit un peu dans ce champ-là. Mais c'est que quand on perd notre audition, quand on entend moins bien, tranquillement, pas vite, de façon un peu insidieuse, ça peut mener vers de l'isolement. Puis l'isolement, ben, on le sait, c'est si on se sent plus isolé, on a peut-être moins tendance aussi à s'engager dans des activités sociales, à s'engager dans des activités physiques, par exemple. Puis ça peut jouer sur notre morale et sur notre qualité de vie. Puis il y a aussi le fait que si on entend moins bien, vraiment au niveau plus tu sais, de la physiologie de notre cerveau, de nos oreilles, c'est qu'on a des moins grandes stimulations de certaines neurones. Ah, je pense que Sylvie est là. Pas que j'aimais pas ça présenter, mais j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Fait que, Sylvie, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et ta caméra? En théorie, ça devrait fonctionner. Ah, ah, est-ce que... Ah, bon, Allô bonjour! tout le Yeah! monde! Allô, Ça a allô, allô! fonctionné! Écoute, une première dans ma vie. Ouais. Je suis tellement désolée à vous tous et surtout à toi, Sophie. Eh non, moi, j'ai passé un beau moment. Honnêtement, je pense que je vais devenir conférencière dans la vie. Donc, bonjour, Monsieur Prudhomme, bonjour, Sophie. Oui, bonjour à vous tous. Technique, hein, la technique, j'ai appelé un technicien dans un bureau à... Oh mon Dieu, je suis là. Donc, Sophie, on est Oui. rendu Ben, c'est ça, à... Sylvie, Bonjour j'étais. tout le monde. Ah oui, vous n'avez pas idée comment que la chaleur montait. Oh mon Dieu, Euh, le cœur doit pomper, là. oui, 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 là, c'est le T'as fait ton cardio pour stress, la journée. l'anxiété qui montait, mais je suis vraiment contente d'être avec vous. Donc là, on est rendu dans la portion Oui, santé auditive. perte Puis, auditive, c'est ça. oui, puis j'étais en train de. En fait, on était rendu à expliquer que quand on a une diminution de la Oui, stimulation auditive, ça peut oui, affecter certaines régions du cerveau, ça peut affecter des neurones et faire en sorte que nos processus cognitifs, donc la mémoire, l'attention, la régulation des parfait. émotions, euh, si les neurones de cette région du cerveau est affectée, mais ça peut affecter nos processus cognitifs. Donc, Super. Hey, je te laisse Sophie, mais poursuivre avec en le dernier plus, point. je vous dis à vous tous que Sophie, c'est quand même une experte puisqu'elle travaille à Lucilab depuis des années. Donc, je me sentais quand même entre bonnes mains, mais je suis vraiment très contente de poursuivre la présentation avec vous ce matin. Donc, Sophie vous a probablement parlé justement de l'exposition au bruit excessif. Je ne sais pas si tu étais rendue là, Sophie, mais par exemple, notre Josiane, qui est notre audiologiste qui a participé, avec qui j'ai eu la converse pour cet épisode du balado, elle nous disait, par exemple, si vous allez voir un match des Canadiens de Montréal, que le nombre de décibels peut monter jusqu'à 120, ce qui est énorme. Elle nous expliquait aussi que, par exemple, juste une converse normale qu'on peut avoir si on est dans un lieu où il n'y a pas trop de bruit, donc on a une conversation normale. Les décibels, c'est à peu près 55-60, ce qui est la normalité. Mais quand on monte à 70, 75, 80 et 120, par exemple, quand on va voir un spectacle ou un match des Canadiens, ben c'est à ce moment-là vraiment qu'on doit s'assurer de préserver notre audition en mettant ou bien euh, des bouchons, et lorsqu'on revient à la maison, on va en parler un petit peu plus tard justement, de bien reposer ses oreilles. Donc, comment on peut reconnaître justement les premiers signes de la perte auditive? L'acouphène. Elle nous en parle dans cet épisode de l'acouphène. C'est souvent un des premiers symptômes de la diminution ou d'une perte auditive. Donc, soyons vigilants quand on commence à vivre des moments ou de souffrir d'acouphène. Faire répéter, hein? Parfois, on fait répéter intentionnellement, on fait semblant de ne pas entendre, mais parfois, on fait vraiment répéter parce qu'on n'entend pas les sons. Donc, par exemple, les consonnes, il y a certaines lettres qu'on entend moins.
Ici, on dit les sons aigus aussi. Hein? Un jeune enfant qui parle, qui a un son aigu, on l'entend moins. Si vous entrez dans une maison chez des amis ou vos parents ou quelqu'un, puis la musique est très, très forte, ou la télévision est très forte pour nous, et là, c'est là qu'on peut-être que c'est comme un petit drapeau rouge qui se soulève. Puis on se dit, ben peut-être que papa, maman ou mon conjoint ou quelqu'un dans mon entourage, mon frère, ma soeur, peut commencer à avoir un déclin auditif. Donc à ce moment-là, ben, c'est juste d'être un petit peu plus vigilant. Je vous parlais des sons aussi. Des fois, on se parle, puis on est porté à regarder sur les lèvres aussi. Hein? On peut avoir une diminution de notre audition, mais lorsqu'on est devant la personne, on est quand même capable d'avoir une conversation. Mais la minute qu'on commence à se parler d'une pièce à l'autre, ben c'est là parfois qu'on entend un peu moins bien. Même que Josiane, qui était notre spécialiste audiologiste, m'a fait remarquer que je vais avoir 60 ans bientôt. Donc, on devrait tous, à un moment ou à un autre de notre vie, hein, on y va pour nos yeux, on va voir le dentiste, on va voir le médecin, mais souvent nos oreilles, pourtant on en a deux, on les néglige. Et donc, on devrait aussi aller consulter pour voir si on a une diminution de nos facultés auditives. Donc, en prévention, protéger nos oreilles, repos sonore, ça, c'est assez impressionnant. Mais si, par exemple, vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de bruit pendant 2 heures de temps, vous allez souper quelque part, c'est très bruyant, on parle très fort, mais c'est un minimum, c'est le double du temps qu'on devrait reposer nos oreilles. Donc, si on est 2 heures dans un lieu très bruyant, l'idéal, c'est pendant au moins 4 heures après. Donc, on va se coucher et là, on aura un moment un petit peu plus silencieux pour reposer nos oreilles. Évidemment, les prothèses auditives, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Et ça, il nous l'a répété souvent pendant l'entrevue. Les prothèses auditives sont beaucoup plus discrètes maintenant, beaucoup plus efficaces aussi. On peut les brancher hein, sur le Bluetooth, la télévision, le système de son. Donc, on a moins besoin d'élever le son. Et en plus, bien, comme Sophie vous l'a exposé tout à l'heure, bien, ça nous permet de garder les liens sociaux qui sont des facteurs protecteurs par rapport aux troubles neurocognitifs et même physiquement aussi, d'être capable de maintenir des bons liens sociaux, de rester en communication avec les gens. Ça fait partie de la santé globale et de la santé aussi de notre cerveau. Donc, on peut y aller à la prochaine. Donc, docteur Julie Carrier, le sommeil. Donc, elle est professeure à l'Université de Montréal et elle est chercheuse aussi au Centre de médecine avancée du sommeil. Moi, le sommeil, ça me fascine depuis de nombreuses années. J'ai lu de nombreux livres. Pourquoi? Parce que, même les chercheurs le disent, que c'est un facteur de protection qui a été négligé pendant longtemps. On avait même l'impression que dormir, c'était comme une perte de temps. Hein, on va se coucher, puis plus on était capable de dormir moins, on avait l'impression qu'on était plus productif. Et non, la science le dit maintenant qu'au contraire, on devrait tous dormir entre 7 heures et 9 heures tous les soirs. Idéalement d'avoir une bonne routine selon notre horloge biologique. Hein, il y en a qui nous écoutent, qui sont des oiseaux de nuit, il y en a qui sont des oiseaux de jour, donc du matin très tôt. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, l'important, c'est de dormir entre 7 heures et 9 heures. Les effets positifs sur le corps et notre cerveau sont énormes. Notre système immunitaire, une meilleure pression sanguine, nos neurones aussi. Il y a tellement de choses qui se passent la nuit pendant qu'on dort. Donc, on le dit ici à court terme, mais ça avait des effets. Là, on parle de privation de sommeil. Donc, si on ne dort pas nécessairement les heures recommandées ou qu'on n'a pas un sommeil récupérateur. Donc, il y a des effets sur la cognition, l'humeur aussi. On est plus affecté, on est plus amorti, on peut être plus stressé. Donc, aussi des effets sur notre concentration. À long terme, ben là, ça a des impacts sur même des maladies.
donc les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète de type 2, l'anxiété, la dépression. Et ça fait pas si longtemps, hein. Ça fait, je dirais, entre 10 et 20 ans qu'on a vraiment poussé les études sur l'impact, les impacts positifs et négatifs, entre autres, sur la privation, lorsqu'il y a privation de sommeil. Il y a un risque accru du déclin cognitif. Ça aussi, ça fait quelques années que la science le démontre très bien, le lien qu'il peut y avoir. Encore une fois, parce que qu'est-ce qui se passe la nuit? Bien, il y a des nouvelles connexions qui se font. Quel que soit notre âge, hein, on peut penser qu'à l'âge de 50, 60, 70 ans, il n'y a plus de nouvelles connexions, mais c'est faux. Il y a encore de nouvelles connexions qui se font entre les neurones. Et ça se passe pendant la nuit, pendant qu'on dort, que ce soit pendant le sommeil profond. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre tête. Et aussi, on parle ben, Sophie en a parlé tout à l'heure quand elle parlait de la santé, de la mémoire, des mémoires, entre autres. Donc, quand on parle de la première mémoire, j'essaie de me rappeler, épisodique, donc la mémoire épisodique, quand on parle de tout l'encodage et toute la consolidation, le stockage, ben, ça se passe la nuit. Donc, encore une fois, on se prive des heures de sommeil ou que notre sommeil est moins récupérateur, on rentre moins dans le sommeil profond, bien, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur la consolidation, qui est la mémoire à court terme, qui est la plus affectée au début de la maladie d'Alzheimer. Donc, d'où l'importance vraiment, on parle de l'hippocampe, hein, donc d'où l'importance de privilégier notre sommeil. Puis les toxines, il y a toutes sortes de ménages qui se passent dans notre tête aussi lorsqu'on est en sommeil, lorsqu'on dort. Donc, encore une fois, c'est loin d'être une perte de temps et d'être dans un contexte qui favorise un bon sommeil, c'est très important. Donc, ici, on parle des bêta-amyloïdes. On en a parlé beaucoup, justement, des toxines. Ben, encore une fois, le ménage se passe pendant la nuit. C'est pas quand on est sollicité de toutes parts, mais c'est bien quand on est dans un moment de repos le soir. Mais comment privilégier, je dirais, la préparation au sommeil? Et ça, bien, ça commence dès le moment qu'on se lève. Ça peut sembler anecdotique, mais juste de sortir dehors le matin et d'avoir accès à la lumière, de s'exposer à la lumière du jour, déjà, on envoie le signal à notre cerveau que c'est le jour et déjà, on prépare notre cycle pour avoir un meilleur sommeil. Et ça, la science est très claire là-dessus. Donc, plus on s'expose à la lumière, plus on va, par exemple, dehors, ou qu'on a si on est beaucoup dans la maison, bien, qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de lumière, bien, encore une fois, notre cycle de sommeil est impacté positivement par rapport à ça. Bouger, bouger, bouger. Ceux qui me connaissent le savent, j'en parle tous les jours, de s'activer physiquement, que ce soit une marche de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, idéalement aller dehors. C'est excellent aussi pour favoriser le sommeil. Donc, encore une fois, on essaie de le faire le plus souvent dans la journée. La caféine, même suite à cet entretien que j'ai eu avec Dr Cartier, j'ai fait le choix de cesser la caféine parce que ça m'arrivait que la nuit, je pouvais avoir des épisodes d'insomnie qui arrivent à tout le monde en passant, hein, de vivre des périodes d'insomnie. C'est correct, c'est naturel, c'est normal. Quand c'est à court terme, à cause d'un épisode ou quelque chose qui se passe dans notre vie, donc c'est circonstanciel, on passe tous à travers ces périodes-là. Mais lorsque ça devient chronique, que ça dure dans le temps, bien, c'est à ce moment-là qu'on parle de problématiques peut-être par rapport à l'insomnie. Et donc, les premières choses à faire, c'est comme je vous dis, s'exposer à la lumière, bouger, la caféine, idéalement, même si on pense que ça ne nous affecte pas, vous avez peut-être des amis qui vous disent le soir, on va manger, oh, moi, mon petit café à 8-9 heures le soir, ça ne m'affecte pas du tout. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que, bien oui, ça affecte. C'est-à-dire qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais on entre moins dans un sommeil profond qui est une phase du sommeil extrêmement important, encore une fois, pour
pour la consolidation et pour aussi l'élimination des toxines. Donc, encore une fois, moi, ce que je fais maintenant, j'aime bien mon petit café le matin, mais je le prends décaféiné. Puis, il y en a d'excellents aujourd'hui. Même chose avec le thé, le chocolat. Ensuite, 7h et 9h, je vous l'ai mentionné, il y en a d'infimes minorités. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui disent, ben moi, j'ai pas besoin de dormir aussi longtemps. Ça a l'air qu'une infime minorité peut dormir moins longtemps et même chose, plus que 9 heures. Mais en moyenne, on a vraiment déterminé avec la science que c'est entre 7 heures et 9 heures. Les écrans, on le sait, hein, on est tous très connectés. Donc, les écrans, surtout la lumière bleue, donc notre iPad, notre téléphone, nos ordinateurs, idéalement, ce qu'elle mentionne, Dr Carrier, c'est au moins une demi-heure avant le moment d'aller se coucher, d'éviter d'être devant nos écrans, puisque ça a un effet, encore une fois, c'est que ça envoie de la lumière, ça envoie à votre cerveau que c'est le jour, c'est le temps d'être stimulé. Donc, ce n'est pas l'idéal avant d'aller se coucher. L'alcool aussi, les gens qui disent ça ne m'affecte pas ou ça m'aide à mieux m'endormir peut-être, mais le sommeil sur la longue période est moins récupérateur. Donc, la même chose, éviter de prendre de l'alcool trop près du coucher. Environnement sombre et calme, le plus noir possible, mais évidemment en ayant peut-être une petite lumière pour aller à la salle de bain. Calme. On a parlé tout à l'heure des bouchons. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui ronfle ou qui fait de l'apnée du sommeil ou qui se lève souvent la nuit, ben ça, c'est tous des... elle mentionnait même que c'est pas nécessairement ça qu'on souhaite, mais faire chambre à part, puisque le sommeil, encore une fois, c'est un facteur qu'on a négligé très longtemps et c'est extrêmement bénéfique à notre santé physique et à notre santé cognitive. Donc, ne pas négliger notre sommeil. Donc, si vous faites de l'insomnie, si vous vous reconnaissez là-dedans, après 25-30 minutes, et ça aussi, je l'ai mis en place suite à l'entretien avec Dr Carrier, au lieu de, elle dit de faire la crêpe, donc d'un bord puis de l'autre dans son lit. Après 25-30 minutes, c'est mieux de sortir de son lit, sortir de la chambre, d'aller dans une autre pièce et de faire quelque chose, elle dit un peu plate, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit captivé dans un livre puis que là, on n'ait plus le goût d'aller se coucher. Ou de recommencer à travailler sur son ordinateur, mais de faire une activité qui nous endort et là, on recommence à bailler et là, on se sent qu'on est sur le point de retourner, comme elle dit, dans les bras de Morphée. Hein, quand on dit de se laisser aller dans les bras de Morphée, c'est vraiment un laisser aller. Donc, éviter les activités stimulantes si vous vous levez la nuit. Et la même chose, si jamais vous vous rendormez, par exemple, à 5h30 du matin et vous devez vous lever à 6h30, bien, il faut se lever. Donc, ce qu'elle dit, c'est que si vous souffrez d'insomnie chronique, ne pas dormir un matin jusqu'à 9, 10, 11 heures, parce qu'après ça, on dérègle notre horloge biologique. Donc, beaucoup mieux de garder sa routine, même 7 jours sur 7, idéalement, le plus près possible de sa routine que l'on fait tous les jours, même si c'est le week-end. Donc, voilà pour le sommeil. Les liens sociaux. Et Sophie, tu me le dis là, si je suis dans le temps ou... Oui, il nous reste 22 minutes au total. Puis il reste combien? Juste me rappeler, il reste les liens sociaux. Il nous reste 3 épisodes, 3 thématiques. OK, bon, parfait. Alors, liens sociaux, un autre facteur qu'on parlait peu avant, extrêmement puissant, autant sur la santé physique que la santé mentale, émotive. Donc, on le sait, d'être en connexion, d'être en lien avec les gens. On se le fait répéter de plus en plus, de garder les contacts avec les amis. Si on a pris notre retraite, de garder les contacts avec les anciens collègues. On a fait vraiment une différence, M. Pelletier faisait vraiment une différence entre être seul et le sentiment de solitude. Donc, être seul, plusieurs d'entre nous aimons ces moments-là puis on n'est pas vraiment seul, on est avec soi. Donc, de faire ces activités, si vous avez des hobbies, de la lecture, d'aller prendre une marche seule en forêt, être plus en mode contemplatif, ça, ben, c'est votre choix.
vous faites le choix d'être seul parce que vous êtes bien par moment. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en contact avec les gens dans d'autres moments. Le sentiment de solitude, c'est autre chose. C'est qu'on aimerait être en connexion, en contact avec les autres, mais pour toutes sortes de raisons, on ne l'est pas. Puis on le sait, dans notre société actuellement, il y a beaucoup plus de gens qui sont seuls et qui souffrent de solitude, qui ont le sentiment de solitude. Et donc, il a vraiment fait la nuance entre les deux. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que moi, j'ai un conjoint qui aime ça être seul parce qu'il y a plein d'activités qu'il fait en solitaire. Donc, pas besoin de lui dire tout le temps, ben, va voir du monde, c'est bon pour ta santé. Il le sait, puis il le fait quand il en a le goût. Même chose, pourquoi que c'est si bon de maintenir les liens sociaux? Ben, ça diminue le stress. Et le stress, on le sait que c'est une composante lorsqu'il y a les hormones du stress qui sont sécrétées, ben, ça a un impact autant sur notre santé physique que notre santé mentale et cognitive. Les nouvelles expériences, on le sait, hein, plus on développe, on a des activités variées. Donc, j'aime bien de dire qu'une journée, ça peut être je vais faire du bénévolat, une autre journée, je vais jouer aux cartes avec une amie, une autre journée, ben, je fais une activité de casse-tête avec d'autres amis. Donc, plus les activités et les expériences sont variées, ben, plus il y a de nouvelles connexions dans notre cerveau. Et donc, plus ça favorise la santé cognitive, plus on peut, encore une fois, repousser les symptômes de la maladie d'Alzheimer ou les ralentir. Donc, chacune de ces activités-là, d'entrer en relation avec les gens, ben, favorise, encore une fois, sont des facteurs protecteurs. On le dit, une vie sociale riche contribue à réduire le déclin cognitif. Tout à l'heure, Sophie vous l'a certainement mentionné, Dr Belleville le répète, plus on varie, plus il y a de la variété dans nos activités, plus elles stimulent notre cerveau, nos neurones, mais plus il y a de chemins qui vont se faire, donc plus on peut retrouver, hein, quand on veut aller récupérer une information qui a été stockée ou consolidée, ben, plus on crée des réseaux dans notre cerveau, ben, plus on est capable après ça d'aller récupérer cette information-là. Donc, longtemps, on a cru qu'on ne pouvait plus développer cette neuroplasticité-là, ces circuits-là. Mais aujourd'hui, il y a espoir, il y a plus qu'espoir, c'est là, c'est la réalité. Mais c'est à nous maintenant de faire le choix de, parfois ça ne nous tente pas. Je parle à ma maman des fois qui est en résidence, qui a 91 ans, puis ça ne lui tente pas nécessairement, mais parfois c'est juste de les encourager à dire, ben, c'est juste de sortir de l'appartement et d'aller dans le grand salon, d'aller rencontrer les autres, d'entrer en relation, de parler. Ben, déjà, il se passe toutes sortes de choses dans notre cerveau. On le sait, avec la pandémie, il y a eu vraiment une diminution. On a été forcé à une diminution des rencontres et des contacts et des connexions entre nous. Et donc, plusieurs d'entre nous, on s'est comme confortés là-dedans, hein, ceux qui aiment moins ou qui vivent un peu d'anxiété ou de stress, aller à la rencontre des gens. Ben, ce que M. Pelletier nous disait, ben, c'est de trouver le bon moment de la journée, que ça nous tente, et de se pousser un petit peu, de faire le choix conscient que c'est bon pour soi. Donc, on y va à un moment où, lui, ce qu'il dit, c'est où on a plus d'énergie mentale. Pour certains, c'est le matin. Pour d'autres, c'est l'après-midi ou le soir. Donc, c'est à nous de faire le choix, puis d'y aller par étapes. Ça, nos invités, chercheurs, médecins nous le disent, nous le répètent. C'est pas un concours, c'est pas une compétition. On n'est pas dans le jugement l'un de l'autre et ni en jugement envers soi. Allons-y beaucoup avec des mots qui se répétaient, bienveillance, compassion, une étape à la fois. C'est un peu comme un escalier. Hein? On ne monte pas 4 marches en même temps, on monte une marche à la fois. Donc, d'y aller doucement, mais en même temps d'y aller. De pas rester dans l'évitement, puisque plus on rentre, on reste dans l'évitement, ben plus à ce moment-là, on se conforte encore une fois
dans notre environnement, puis on cesse d'être stimulé physiquement, cognitivement et mentalement. Monsieur Pelletier nous parle souvent aussi d'anecdotes. Comment entrer en relation avec les gens ou se créer des nouveaux amis ou si on arrive dans un lieu puis un petit groupe, ben, des fois, c'est juste si on est avec notre chien, par exemple, de raconter une anecdote. Donc, il nous expliquait, puis vous pourrez réécouter l'épisode, des trucs, des outils pour nous aider à entrer en relation avec des nouvelles personnes parce qu'on sait que même une personne qu'on ne connaît pas, par exemple, si vous utilisez le transport collectif, si vous allez au dépanneur, chez le boulanger, c'est excellent aussi de commencer à avoir une conversation avec une nouvelle personne ou des gens que vous voyez régulièrement, mais avec qui vous n'avez pas nécessairement de relation personnelle. Comme je vous dis, vous allez à l'épicerie, c'est toujours la même caissière, c'est toujours le même gérant qui est là. Mais juste de prendre le temps de parler, on n'a pas idée de ce qui se passe dans notre tête et comment les circuits continuent de fonctionner. Donc, lorsque Dr Belleville parlait de stimulation, d'activités différentes, bien ça fait partie justement des activités qu'on peut faire. Les activités qu'on aime, qui sont à proximité, si on le répète souvent, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Souvent, toutes les choses peuvent se passer à côté de soi. Le rituel, notre cerveau aime ça. Donc, tous les lundis matins, on va, par exemple, faire notre bénévolat avec un petit groupe. Donc, juste de le planifier. On sait que le lundi, on y va. Le mercredi après-midi, on a une autre activité. Ça peut être de l'aquaforme. Donc, c'est de la stimulation cognitive, intellectuelle, mentale. C'est bon aussi pour notre morale et physiquement aussi, c'est excellent. Donc, d'essayer d'avoir des rituels ou des activités qui sont ancrées dans notre horaire, dans notre agenda. Ça aussi, on dit que c'est excellent. Nos relations interpersonnelles peuvent influencer tant positivement que négativement. Bien, ça, vous le savez, on l'a répété souvent aussi depuis des années. Essayer d'être entouré de gens positifs, des gens qui ont la joie de vivre, qui ont le goût d'être stimulés intellectuellement, physiquement, c'est sûr que ça a un impact sur nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber des amis, là, c'est pas ça que je dis du tout, mais ça veut juste dire d'être conscient que lorsqu'on a des relations qui ont une influence positive sur nous, si par exemple vous vous tenez avec des gens qui vont à l'aquaforme 2 fois par semaine, bien, il y a des bonnes chances que vous alliez à l'aquaforme 2 fois par semaine. Et à l'inverse, si vous êtes avec des gens qui sont plus avec des jeux vidéo et qui sont en position sédentaire une bonne partie de la journée, bien, ça a une influence sur vous aussi de ce côté-là. Fait que c'est peut-être d'essayer d'ajouter une ou deux personnes qui auraient une influence positive, autant physiquement, mentalement sur vous. Santé mentale, docteur Catherine Raymond, qui est docteur en neurosciences, un domaine fascinant. Je vais y aller rapidement, mais je vous invite à réécouter cet épisode-là sur la santé mentale. Le stress, on en parle aussi beaucoup. Le stress, c'est positif. C'est très positif et c'est ce qui fait qu'on est encore en vie aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on mobilise une énergie quand on en a besoin. En situation de stress, par exemple, il y a, eux autres, ils disent que c'est comme à l'époque des mammouths. S'il y a un mammouth qui se présente devant vous, bien, ça prend un stress qui fait en sorte que vous pouvez courir vite ou vous pouvez vous battre et vous défendre. Par contre, le stress chronique, ben là, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que là, il y a les hormones qui continuent à être sécrétées plutôt que de cesser de sécréter lorsqu'on est en situation un petit peu plus calme. Donc, l'important, c'est qu'on en soit conscient quand on est toujours en stress ou qui peut aller vers l'anxiété ou vers les troubles anxieux ou même la dépression. Bien là, on dit que ça peut affecter les régions, certaines régions du cerveau. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit consulter et essayer de trouver des solutions à ce que l'on vit. La dépression aussi, majeure, récurrente et réfractaire, ou réfractaire au traitement, bien, ça augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, l'important de se souvenir là-dedans, c'est que évidemment que tout ce que l'on vit par rapport à notre santé mentale a un impact autant sur notre corps
que sur notre cognition. Comment qu'on peut en prendre soin? Mais écoute, combien de fois qu'on le répète que l'activité physique permet d'améliorer notre santé cardiovasculaire, mais aussi diminuer notre stress, diminution des hormones de stress aussi. La respiration diaphragmatique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une respiration que je fais quotidiennement. En fait, c'est de respirer par le ventre. Je me recule un petit peu ici, là. Vous pouvez même l'essayer. Donc, c'est vraiment, on gonfle le ventre, on inspire par le nez, on gonfle le ventre et les poumons et on retient notre souffle 1, 2, 3 secondes et on expire par la bouche. On peut faire ça 2, 3, 4 minutes et vous n'avez pas idée. Et c'est gratuit et c'est facile. On peut le faire n'importe où, n'importe quand. L'impact que ça peut avoir sur le calme, comment ramener une sérénité, un calme intérieur. Et c'est physiologique, là. C'est pas de la magie. Il se passe véritablement quelque chose avec notre diaphragme et les hormones de stress qui cessent d'être sécrétées. Mais ce n'est pas magique, comme je vous l'ai dit. Il faut le faire régulièrement. C'est pas de le faire une fois puis de dire ça fonctionne pas. C'est excellent. La pleine conscience aussi, que je pratique presque tous les jours. Dans le fond, la pleine conscience, c'est de ne pas laisser les pensées circuler dans toutes les directions, surtout lorsqu'on entre en mode rumination. Donc, d'être conscient, par exemple, bon, je suis debout, j'ai les pieds au sol, de se centrer sur qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. C'est une façon de revenir ici et maintenant. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, que vous vivez des moments de stress ou d'anxiété, allez chercher sur Google ou écoutez l'épisode avec Dr. Raymond qui est extrêmement intéressant et rempli d'outils très concrets pour nous aider à diminuer cette sensation-là de stress et d'anxiété. Se changer les idées, journal de gratitude, ça marche vraiment. Donc, plutôt, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure des liens sociaux et de s'entourer de gens positifs, mais juste à la fin de la journée, de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans ma vie aujourd'hui? Parce que c'est comme si nos pensées sont souvent portées vers le négatif. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Mais c'est à nous de faire le choix de dire, non, je ne veux pas aller là. Je veux me souvenir de moments qui ont été positifs aujourd'hui. Donc, le journal de gratitude pour vous et pour les gens qui vous entourent, ça fonctionne vraiment par rapport à notre santé mentale. Et ici, on dit quand ça ne va pas, ben, consultez. Je l'ai vécu dans ma vie, de l'anxiété sévère, même la dépression. Consultez. Entourez-vous de spécialistes, que ce soit votre médecin de famille, un psychologue. Allez voir, il y a de la psychothérapie, il y a de la médication. Ne restez pas avec le malaise. Je l'ai dit, lorsque j'étais athlète, j'avais bien des blessures physiques, mais je disais, c'est rien à côté de quand ça ne va pas là-haut. Donc, si jamais vous vous reconnaissez, allez consulter. Cœur et cerveau, vous savez quoi? Dr. Junot, qui est mon mentor, que j'adore, je vais sortir ma corde à danser puis je vais sauter à la corde pendant 2-3 minutes. Donc, voilà. On y va. Restez actif. Pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes d'invalidité et de mortalité. Juste de sauter à la corde comme ça, j'oxygène mon cerveau. C'est excellent pour mon attitude et mon état d'esprit. Ma circulation sanguine est repartie. Donc, j'ai plein de nutriments qui circulent dans mon corps grâce au sang qui circule. Et comme je vous le dis, c'est excellent pour la concentration. Donc, si vous êtes porté à être sédentaire, vous êtes assis de longues périodes pendant la journée, je vous invite à vous lever. Vous n'êtes pas obligé de sauter à la corde. Vous pouvez sauter sur place. Puis là, encore une fois, pendant que je vous parle, tout ça se passe dans mon corps. Là. C'est comme si je viens de réactiver mon véhicule, ma voiture. C'est vraiment, vraiment bon pour vous. Puis je respire en même temps que je vous parle. Donc, Dr. Junot a été vraiment
vous le savez, c'est un cardiologue, donc lui, il est très, très conscient de l'importance autant de l'activité physique que l'alimentation. Il nous a parlé de l'alimentation, la diète méditerranéenne, qui est une diète qui est basée sur les légumineuses, entre autres, basée sur les noix, basée sur l'huile d'olive, basée sur tout ce qu'on appelle, je vais m'avancer. Donc, je peux sauter à la corde comme ça pendant 10-15 minutes. Comme je vous dis, c'est excellent pour vous. Je vous parlais de sédentarité. Donc, si vous passez plusieurs heures par jour assis, même si vous allez marcher 30 minutes le soir, l'idéal, c'est de contrer la sédentarité. Donc, de vous lever à chaque heure, juste de bouger comme ça, juste de sauter sur place, c'est excellent pour vous. Et en plus, Dr. Junot, ce qu'il disait, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de marche, vous réactivez votre machine, vous nourrissez votre cerveau, vous activez votre corps aussi. Notre corps a besoin d'être en mouvement. L'idéal, c'est si vous êtes totalement sédentaire, 5 minutes, c'est déjà beau. Après ça, vous augmentez à 10 minutes, à 15 minutes, à 30 minutes si vous êtes capable. Et si vous êtes capable d'aller jusqu'à 90 minutes de marche, ça, c'est vraiment ce qui est optimal. Donc, s'activer 90 minutes par jour, mais surtout vous lever, de ne pas rester assis toute la journée. Briser la sédentarité, comme je vous dis, si vous êtes assis beaucoup, vous avez beau marcher le soir ou le matin, la sédentarité, c'est vraiment à éviter. Manger sainement, quand je parle d'alimentation méditerranéenne, là, tout ce qui est à grains entiers, donc même les pâtes à grains entiers, le pain à grains entiers, les noix, c'est excellent pour vous. Toutes les protéines végétales, diminuer la viande le plus possible. Donc, allez sur Google, faites alimentation méditerranéenne ou même le guide alimentaire canadien, il est excellent aussi. Donc, l'alimentation, on le sait, c'est la base. On a beau être très actif, l'alimentation, c'est vraiment la base de notre santé. Comment nourrissons-nous nos cellules, notre corps, notre cerveau? Souvent, on n'en est pas conscient. Qu'est-ce qu'on boit aussi? De boire de l'eau, de privilégier l'eau, c'est aussi très bon. Si vous êtes en surpoids, on le sait que ça peut avoir un impact sur notre santé cardiovasculaire. Si vous voulez perdre du poids, allez voir un kinésiologue, allez voir une nutritionniste, parlez-en à votre médecin. Mais s'il vous plaît, surtout pas les diètes, ça ne fonctionne pas. C'est un mode de vie, ce sont des habitudes de vie. Allez-y doucement, soyez bienveillants, encore une fois, sans jugement. Moi, je crois beaucoup aux petits pas. Et en parlant de petits pas, je vais laisser la parole à Sophie parce que c'est vraiment ce qu'ils font chez Lucilab, l'accompagnement. C'est l'idéal parce que de modifier un comportement, ce n'est pas facile. Donc, il faut y aller par étapes, un petit escalier. Et donc, je te laisse la parole, Sophie. Oui, merci Sylvie. On a fini juste à temps. Il nous reste tout juste 2 minutes pour vous parler un peu du programme Lucie, mais très contente, Sylvie, que tu aies pu te joindre à nous. Ça aurait été dommage, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis je sais que, tu sais, autant moi que Sylvie, on vous a parlé de plein de facteurs, de plein d'habitudes de vie. Il y a beaucoup d'informations qui ont été communiquées aujourd'hui. Puis peut-être que vous vous demandez, OK, j'ai envie de faire un petit changement, mais par où commencer? Sachez que notre programme, le programme Lucie, qui est un projet philanthropique entièrement confidentiel et gratuit, est là pour vous aider. Donc, on a une équipe de conseillers et de conseillères que vous pouvez rencontrer par rencontre virtuelle sur la plateforme qui peut justement vous aider à déterminer les petits changements que vous pourriez faire un pas à la fois dans votre quotidien qui auraient un impact positif pour votre santé physique, mais aussi votre santé cognitive, donc la santé de vos neurones. Et ce programme-là est conçu ici au Québec par mes collègues. Puis c'est fondé sur des théories en changement de comportement, puis c'est fondé aussi sur la science en matière de prévention du déclin cognitif. Donc, on a aussi, vous verrez là, sur la plateforme au luciapp.ca, luciapp.ca,
On a une grande bibliothèque avec plusieurs articles éducatifs si vous voulez aller creuser un peu plus. Là, Sylvie parlait de grains entiers, de légumineuses, d'activités cardiovasculaires. Donc, on a beaucoup de contenu sur ces sujets-là disponibles sur la plateforme. Et encore une fois, c'est gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Donc, voilà, je sais qu'on a J'ai eu vu. quelques questions. Sylvie, est-ce que tu veux Ben, j'en te ai vu, lancer? c'est ça. Pendant que tu parlais, il y en a donc anonyme. Vous vous endormez devant la télévision. Ben, écoutez, de dire que si ça affecte ou non, je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr que moi, je l'ai vécu sur moi, là, et je trouve que ça affecte, oui. Parce que c'est comme si on peut rentrer dans notre sommeil profond devant la télévision, puis après ça, on se réveille, on se lève et on s'en va se coucher dans son lit. Scientifiquement, je ne peux pas vous dire, mais je l'ai testé sur moi et ça a un impact sur la qualité de mon sommeil. Donc, l'idéal, on conseille vraiment une demi-heure avant d'être dans un mode, c'est comme si on prépare notre corps, on relaxe, on se prépare à aller dormir. Donc, pas d'écran. Moi, je fais des étirements doux, des étirements très doux, dans une pièce tranquille, même avec des chandelles, pas de lumière. Donc, c'est comme si je prépare mon corps et ma tête à la période d'endormissement. Après ça, je vais dans mon lit avec un livre et après ça, ben, je m'endors. Donc, c'est d'avoir une routine, des rituels. Je pense que notre corps aime bien ça. J'essaie de voir ici, là, 4 heures et parfois. Si jamais c'est ça, je vois, par exemple, vous dites que votre mari souffre d'insomnie, il y a des solutions. C'est de ne pas vivre avec ça. Idéalement, aller consulter. Il y a des cliniques de sommeil qui existent. Mais avant, vous pouvez essayer, écouter l'épisode du balado et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Entre autres, par rapport à la caféine, le chocolat. Est-ce que le matin, vous sortez dehors pour déjà partir votre cycle de sommeil? L'activité physique, ce que l'on mange, qu'est-ce qu'on fait avant de s'endormir. Il y a beaucoup je dirais, d'étapes à mettre en place, mais la science est là aussi, c'est-à-dire les médecins sont là pour vous aider ou les chercheurs dans le milieu du sommeil. Donc, parce que le sommeil, encore une fois, quand on ne dort pas, ça fait une cascade de moments un petit peu plus difficiles après. Donc, l'humeur même en est affectée et notre santé. Oui, puis Sylvie, je vois qu'il y a aussi plusieurs personnes qui se demandent si la présentation va être disponible après, si on va pouvoir la réécouter. Donc, oui, l'enregistrement va être déposé sur le site web du réseau FADOC. Va aussi circuler sur les réseaux sociaux. Là, donc, on a juste besoin de peut-être quelques heures pour télécharger et le mettre en ligne, mais vous pourrez réécouter la présentation, le début comme la fin. Par contre, le support visuel ne sera pas partagé, mais vous pouvez au moins réécouter la présentation d'aujourd'hui. Puis les capsules des épisodes, vous pouvez les avoir sur Lucilab, vous pouvez les avoir sur YouTube aussi, ou sur toute autre plateforme de balado ou de podcast. Elles sont disponibles, donc vous pouvez écouter ou réécouter les différents épisodes, puis vous allez avoir l'information qui vient directement du chercheur et du médecin. Donc, moi, je ne suis ni kinésiologue, ni nutritionniste, ni psychologue, mais j'ai un intérêt fou par rapport à tout ce qui touche la santé globale, la santé physique, mentale, cognitive. Donc, voilà. Super. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris du temps de votre journée aujourd'hui pour prendre soin de vos neurones, en apprendre un peu plus sur ces sujets-là. Ça nous a fait très plaisir, malgré le petit stress du début, de partager cette heure avec vous. Puis merci beaucoup à toi, Sylvie, d'avoir été présente puis d'avoir partagé toute cette mine d'or d'informations. Puis merci au réseau FADOC et à M. Prudhomme de nous avoir donné cette opportunité-là. Donc, on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Puis désolée pour le problème technique. Donc, voilà. Et allez prendre une marche puis un bon lunch.